Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, soyez les bienvenus dans cette nouvelle rencontre. Ravi de vous trouver pour un nouvel entretien, malgré les menaces, malgré l'intimidation contre nos personnes, contre notre plateforme, contre notre association, contre nos familles. On continue avec vous et grâce à vous notre travail de recherche de la vérité. Ravi, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre cher ami Pierre Gallon. Pierre Gallon, c'est une référence associative belge bien connue. C'est un enseignant à l'Université libre de Bruxelles, un activiste associatif, humaniste, mais surtout président de l'association Belco-Palestinienne. Merci infiniment, Monsieur Galland, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, oui. Merci beaucoup. Monsieur Galland, comment vous trouvez la couverture médiatique occidentale, surtout européenne, concernant la guerre de Gaza depuis le 7 octobre? Mais vous savez, les médias occidentaux se sont fait les relais de la version des événements donnés par Israël. Ils se sont alignés purement et simplement dans le discours, dans la qualification de ce qui se passait, en commençant dès le début d'appeler le Hamas, Hamas terroriste, et on a dû se battre déjà rien que pour obtenir qu'il s'agissait bien d'une guerre entre Israël et la Palestine. Et donc, ça a été un premier combat qu'on a dû mener dans les médias. Et malgré cela, encore aujourd'hui, disons que les plus audacieux osent dire guerre entre Israël et le Hamas. Et ils ont retiré le terme terroriste. Mais de plus en plus aussi, des témoignages qui viennent, ils ne peuvent plus faire semblant qu'il n'existe pas ces témoignages. Et donc, on a de plus en plus de témoignages de médecins qui rentrent de Gaza, de personnes qui ont pu échapper à l'enfer de Gaza et qui commencent à témoigner de ce qui s'est réellement passé, de ce qui se passe réellement. En plus, grâce aux réseaux sociaux, on a quand même des informations alternatives par rapport à ces masses médias. Mais c'est vrai que c'est assez révoltant de voir comment l'Occident s'est finalement aligné purement et simplement sur la version israélienne, y compris dans l'ensemble des messages complètement faux diffusés par Israël. Et plusieurs observateurs pensent que Israël a gagné la guerre médiatique en diabolisant Hamas, mais surtout sur le terrain. Par exemple, quelques exemples. Le siège d'un hôpital à Gaza, l'hôpital Ranti, s'est excusé par un mensonge. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Par exemple, les massacres contre les bébés, les massacres contre les enfants, les massacres en masse, les massacres barbares. Israël a propagé l'idée que ce sont des poupées qui meurent dans les bombardements israéliens. Est-ce que, d'après vous, Israël, sans oublier cette histoire de 40 bébés décapités dans les kibbutz, etc., est-ce que Israël, d'après vous, Monsieur Galland a gagné cette guerre médiatique? Mais vous savez, Israël a au départ imposé une version qui a été relayée par l'ensemble des pays occidentaux, y compris par M. Biden à propos des enfants, vous le savez comme moi. Et c'est intéressant de voir que petit à petit, dans la presse, même en Israël, Haaretz, qui est un journal israélien, a commencé à déconstruire le message qui avait été lancé directement par la presse israélienne. Et je me suis demandé, je me suis posé la question, vous savez, il y a l'offensive du Hamas. Et au même moment, au même instant, sont diffusés des messages qui avaient été en fait élaborés avant même l'attaque. Donc, Israël, qui était au courant
qui savaient que quelque chose se préparait à Gaza. Les satellites américains avaient informé, le gouvernement égyptien avait informé qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, étonnamment, à ce moment-là, toute l'armée israélienne se trouve dans le nord de la Cisjordanie. Au lieu, puisqu'ils sont informés, de prévoir éventuellement une offensive, non. Et donc, on peut se poser la question, Israël informé de ce qui se passe et des préparatifs qui sont ceux de l'offensive du Hamas. Et on se trouve au moment de cette offensive avec directement une inondation de l'ensemble des réseaux d'information mondiaux de la version israélienne de ce qui s'est passé. Et ce n'est que petit à petit que même la presse américaine un peu sérieuse, va déconstruire ce message. Et va déconstruire le message et va petit à petit démontrer que ce que nous avons comme position à l'association belgo-palestinienne, c'est que qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le Hamas. Le Hamas est une composante de la résistance palestinienne. Le Hamas est une composante de la résistance palestinienne. Et il a mené une offensive contre un colonisateur, contre une puissance étrangère qui avait fait un blocus complet de Gaza. Il a mené une opération qui a été directement considérée comme le pire des crimes qu'on pouvait commettre vis-à-vis d'Israël et que ce crime contre Israël était nécessairement un crime contre les Occidentaux eux-mêmes. Pour preuve, Madame Ursula von der Leyen, qui est la plus haute responsable de la Commission européenne, était le lendemain à Tel Aviv pour aller dire toute son empathie avec Israël meurtri par l'attaque du Hamas. Toute son empathie et de déclarer qu'Israël a le droit de se défendre. Et ce droit de se défendre est devenu automatiquement le droit pour les Israéliens de faire ce qu'ils sont en train de faire à Gaza, le massacre d'une population civile, mais pas seulement le massacre, mais un blocus total de cette enclave, de sorte que les populations aujourd'hui sont prises en otage par l'armée israélienne, sont affamées. Comme vous le dites, les hôpitaux, la majorité des hôpitaux ont été complètement détruits, les écoles de l'UNRWA complètement détruites. Donc on se trouve dans une situation où l'Occident continue à fermer les yeux sur ce que la Cour internationale de justice, grâce à l'action entreprise par l'Afrique du Sud, a décrété être autant de signes qui peuvent conduire à un génocide de la population de Gaza. Et donc, il y a là toute une construction qui a été faite d'une part par les Occidentaux pour être du côté israélien, et il y a d'autre part aujourd'hui dans le monde des pays qui commencent à comprendre quelle est la situation réelle de ce qui se passe à Gaza. Et finalement, quand vous dites, c'est vrai qu'au départ, Israël a donné le là, comme en musique, de tout ce qui était l'information relative à ce qui se passait à Gaza, a donné le là de ce qui se passait également en Cisjordanie d'ailleurs, mais aujourd'hui, heureusement, grâce à la presse indépendante, grâce à des journalistes extrêmement courageux, dont beaucoup sont morts à Gaza, grâce au fait qu'il y a quand même une analyse plus intelligente de ce qui se passe qui est réalisée, eh bien, Israël est en train de perdre ce qu'il croyait être sa force d'information, sa force d'imposer le discours par rapport au génocide qui se produit à Gaza. Il a perdu cette position. Donc, dire qu'il aurait gagné la bataille de l'information, non. Et aujourd'hui, vous avez
des informateurs israéliens qui vous disent eux-mêmes, oui, mais c'est une guerre, donc on peut utiliser tous les moyens, y compris les fake news. Et donc, ils ont diffusé, ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont diffusé une série de fake news pour essayer de gagner du temps dans la guerre qu'ils mènent contre Gaza. Oui. Mais le constat aussi, Monsieur Galland, que depuis les premières semaines de déclenchement de cette guerre, la narrative israélien qui est exposée dans les médias, exclusivement la narrative israélien. Est-ce que ça vous confirme que le lobby sioniste dirige, il a bien maîtrisé l'infiltration aussi dans les coulisses médiatiques occidentales et européennes? Aujourd'hui, les voix critiquant Israël sont censurées, étiquetées d'une façon massive. Si vous critiquez Israël, vous êtes automatiquement étiqueté comme antisémite. Avec la diabolisation, le harcèlement, les menaces, etc. Est-ce que les médias mainstream aujourd'hui sont dirigés par un lobby sioniste? Alors, je vais être plus nuancé dans ma réponse. Je pense deux choses. Un, là où vous avez raison, c'est quand vous dites que tout qui ose aujourd'hui dénoncer Israël, attaquer Israël, il y a un courant international du monde juif et sioniste qui directement tente de mettre ces accusations comme étant une agression antisémite. Et donc ça, bon, on le sait, il y a eu des manifestations qui ont été organisées par des organisations juives bien connues, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en France, en Belgique. Et c'était une tentative organisée avec l'appui des milieux juifs à travers ces pays pour la défense d'Israël qui avait été attaqué par le Hamas. Maintenant, en ce qui concerne les médias mainstream, j'ai une analyse un peu plus nuancée parce que, je vais vous dire, les grands médias français, britanniques, américains sont dans les mains aujourd'hui de puissances financières, du grand capital financier. Et ce grand capital financier a une vision stratégique du monde dans lequel, depuis longtemps, y compris à l'OTAN, Israël était considéré comme le porte-avions des puissances occidentales et des États-Unis en particulier. Et donc, toucher à Israël, c'est toucher à leur porte-avions dans la région, ceux qui leur servent pour le contrôle et pour intervenir partout au Proche-Orient. Alors, moi, je ne donne pas autant de poids à un lobby sioniste qui serait infiltré dans les médias pour influencer ces médias. Je pense que les médias sont sous pression de ceux qui aujourd'hui détiennent les journaux, ont les médias en main parce qu'ils ont acheté ces médias ces 15-20 dernières années, c'est extrêmement clair, et que cela participe d'une vision occidentale, coloniale du reste du monde. Et on voit bien que cette vision, c'est de plus en plus l'Occident, la forteresse assiégée qui doit se défendre contre et qui aurait alors ses alliés privilégiés, dont Israël. Et donc la défense d'Israël participe aussi de ce phénomène. Ce qui ne fait pas dire qu'il n'y a pas aussi une influence. Mais je nuance un peu. Deuxième nuance, c'est qu'avec les mois viennent de se passer, si au départ, la voix de la vérité de ce qui se passe réellement en Palestine et depuis quand ça se passe, que les événements qui se passent aujourd'hui, c'est le sommet d'une succession d'agressions, de faits de colonisation qui sont, eux, l'histoire de la Palestine depuis 70 ans. Et donc, tout d'un coup, il y a des gens et les médias, on n'est plus que braqué sur le 7 octobre. Même moi, avec le tribunal Russell sur la Palestine, nous avons fait déjà le procès d'Israël lors de l'attaque en 2014.
et des attaques précédentes. Et il y a eu une mobilisation populaire déjà en 2014. Et il y a eu des gens courageux, des avocats internationaux de grande puissance, qui ont dénoncé le risque de génocide à cette époque-là. Et ceci, c'est dans la continuité d'un projet, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et en Palestine, en Cisjordanie, à Jérusalem. Ce qui se passe, c'est la continuation d'un projet qui s'appelle la Nakba. La Nakba, c'est la volonté d'Israël et de son gouvernement aujourd'hui, mais pas seulement aujourd'hui, mais déjà précédemment. Madame Golda Meir, elle était très claire sur le fait que Israël, c'était pas simplement ce que l'ONU avait décrété, mais que c'était beaucoup plus large que ça et que historiquement, le grand Israël, c'était bien leur projet. Eh bien, aujourd'hui, c'est dans cette continuité qu'on est en train de massacrer et de et d'accepter que ce génocide se produise. Parce que la convention du génocide qui a été élaborée au sein des Nations Unies et qui est une obligation faite à tous les États membres des Nations Unies d'empêcher que se produise un génocide. Eh bien, cette convention, aujourd'hui, elle est d'application sur ce qui se passe à Gaza. Or, ni les Américains ont encore voté pour s'opposer au sein du Conseil de sécurité à ce qu'on mette fin à cette guerre et qu'on crée des couloirs humanitaires d'urgence pour sauver ces populations. Ils viennent encore une fois de dire non. Les Européens, qui sont des valets des Américains aujourd'hui, prudemment, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Européens, lors de la dernier Conseil des ministres qui s'est produit lundi dernier? Qu'ont-ils fait quand ils étaient ensemble? Eh bien, ils ont décidé qu'il y aurait une flotte qui serait déployée en mer Rouge pour protéger les navires marchands. Et donc, ils sont capables de prendre une décision collective en mer Rouge pour défendre les marchandises. Ils ne sont pas foutus de prendre une décision d'avoir une flotte qui aille vers Gaza pour aller sauver la population, pour sauver les gens, les vies humaines, alors qu'ils sont obligés, par du fait qu'ils ont signé ces conventions contre le génocide, ils ont l'obligation de venir au secours de ces populations. Ils agissent donc en violation complète du droit international. Et ça, c'est très grave parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui, les Européens sont complices d'un génocide qui est commis à Gaza depuis maintenant le mois d'octobre dernier. Ma dernière question, Monsieur Galland, est-ce que vous croyez que ce procès mené par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour de justice internationale va amener quelque chose en accusant Israël de génocide, et en plus de ça, sans oublier que Israël a profité depuis son existence, hein, de l'impunité, de la protection occidentale américaine. En plus de ça, est-ce qu'on nous pouvons considérer juridiquement que l'Occident, l'Europe, les États-Unis sont responsables aussi, co-responsables avec Israël de ces crimes génocidaires? Par exemple, je vous donne un exemple. Le président israélien a été accusé par l'Afrique du Sud, par plusieurs associations, par plusieurs juristes aussi, devant la Cour de justice internationale ou devant la Cour pénale internationale, d'être parmi l'équipe qui a dirigé ces crimes génocidaires. On voit ce président bien accueilli en Suisse dans le cadre du Forum international Davos, accueilli. Il est venu, on donne le parole et le temps, il accueille pour qu'il puisse justifier les massacres contre des enfants de Gaza. Aujourd'hui, est-ce que l'Occident aussi, il est considéré comme responsable pénalement, juridiquement de ces massacres? Est-ce que ce procès va amener, d'après vous, à quelque chose, hein? On dit non, c'est rien du tout Israël, c'est le vagabond au niveau international. Elle a profité, elle va continuer à profiter de l'impunité, de la protection américaine. Non, mais de nouveau, il y a plusieurs éléments dans votre question. Il y a un premier élément clair, c'est est-ce que l'Afrique du Sud a eu raison de faire
ce procès et de demander qu'il y ait un jugement par la Cour de justice internationale. C'est la plus haute cour dans le monde qui existe, créée par l'ensemble des nations de l'ONU. C'est la plus haute cour. Et ils avaient parfaitement raison, parce que il se fait que dans le monde, jusqu'à présent, les Occidentaux allaient partout pour faire la leçon sur les droits humains, pour dire quelles étaient les conditions, et ce que vous faites, c'est pas bien, et si vous voulez notre aide, il faudra faire attention à ça, à ça, à ça. Ils se donnaient comme rôle d'être les donneurs de leçons. Il se fait que voilà un pays du Sud qui a simplement pris les éléments qui ont été construits avec l'appui de tous les pays occidentaux pour faire la leçon aux autres. Ils ont créé cette cour et voilà tout d'un coup un pays du Sud qui dit, eh bien, nous allons faire exactement, puisque vous avez créé l'ensemble de ces instruments, nous allons l'utiliser pour dénoncer la tentative de génocide qui se produit actuellement à Gaza. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que voilà que le Grand Sud, un peu, qui avait déjà, dans les derniers temps, réfléchi, fait des appels à la reconstitution du multilatéralisme, de l'égalité entre les peuples et les États, et du respect de la règle commune pour la sécurité de tout le monde. Voilà que c'est le Sud qui vient tirer la sonnette d'alarme et dire attention, vous êtes en train de commettre et d'être complice d'un génocide. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau et c'est merci à l'Afrique du Sud d'avoir eu le courage de déposer cette plainte. Merci à tous les pays qui ont accepté de soutenir la démarche de l'Afrique du Sud. Et je suis fier de vous dire que mon pays, la Belgique, a apporté son soutien à la démarche de l'Afrique du Sud. C'est vraiment quelque chose dans lequel nous allons devoir réfléchir dans les mois à venir. Et s'il y a bien quelque chose que la souffrance du peuple palestinien, parce que quelle souffrance ils ont aujourd'hui, cette souffrance, elle a déjà ouvert certaines portes pour un futur. Elle a ouvert cette porte qui est que l'Occident doit arrêter de croire que c'est lui qui dirige le monde et qui dit ce qui est bon et pas bon pour les gens. Aujourd'hui, il faut en revenir à une communauté internationale dans laquelle eh bien, les Occidentaux sont une petite partie du monde et de la planète, et que le reste des peuples africains, asiatiques, latino-américains, eux aussi ont leur mot à dire et entendent le dire aujourd'hui, et y compris en utilisant l'arme du droit international. Ça, c'est remarquable, voyez-vous. Pour moi, c'est quelque chose, je dirais, d'exceptionnel. C'est une nouvelle phase de la décolonisation. La décolonisation, y compris des instruments du droit international. Et c'est nouveau, il faudra le réfléchir. Et je pense que les Israéliens sont tenus de donner réponse cette fin de semaine ou début de la semaine prochaine à la Cour sur les précautions que la Cour lui impose pour éviter un génocide. M. Netanyahou a déjà dit « je m'en bats l'œil ». C'est scandaleux d'avoir une telle attitude vis-à-vis de la plus haute Cour internationale. Et c'est aussi du racisme, parce que c'est vis-à-vis des Sud-Africains. Parce que comme par hasard, ce sont les Sud-Africains, ce sont des Africains. Donc, bien non, au contraire, il faut que les gens qui ont un minimum de conscience de comment notre monde vit soient derrière l'Afrique du Sud. Et je suis heureux de voir que beaucoup de pays maintenant se sont mis derrière l'Afrique. De même qu'à la CPI. À la CPI, il a fallu taper sur la table. Il a fallu aller avec 150 associations, 300 avocats. Aujourd'hui, il y a plus de 150 associations, il y a plus de 900 avocats qui font pression sur la CPI pour qu'elle remplisse ses obligations. Et à nouveau, pour qu'elle remplisse ses obligations, le procureur a dit « mais je n'ai pas les moyens d'enquête ». Eh bien, deux pays, l'Irlande et la Belgique, ont dégagé des fonds qui ont été remis à la CPI pour procéder aux enquêtes indispensables pour pouvoir accuser M. Netanyahou de crimes de génocide. Je pense que c'est extrêmement complémentaire ce que fait la CPI et ce que fait la Cour internationale de justice. Et pour une fois, ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont, des peuples du Sud
des sociétés civiles dans le monde entier qui se mobilisent autour de cette imposition du droit international, du respect du droit international. Et les Palestiniens qui avaient été marginalisés complètement, parce que ces dernières années, ne l'oublions pas, toute la politique européenne, toute la politique américaine, toute sa politique avec le monde arabe a été d'essayer de marginaliser complètement les Palestiniens pour obtenir des accords entre Israël et tous les pays du monde arabe à travers les accords d'Abraham, à travers des accords bilatéraux, et que le peuple palestinien, lui, pour assurer sa survie, a dû engager un nouveau combat. Et il est redevenu un élément central de tout ce qu'on discute aujourd'hui. Et ça, c'est le courage de ce peuple. Et c'est pour ça aussi qu'il a beaucoup de mérite aujourd'hui. Et s'il souffre énormément, il est en train d'apporter déjà, dans cette lutte qu'il mène, un apport essentiel par rapport à la conception même de la coexistence entre les peuples, du respect des droits des peuples à disposer d'eux. Ils s'inscrivent dans un continuum historique des luttes de décolonisation. Et ça, c'est important à mettre en avant aujourd'hui parce que c'est une souffrance terrible, bien sûr, et nous devons tout faire pour faire arrêter cette guerre. Nous devons être mobilisés tous les jours, et je peux vous dire que nous sommes mobilisés dans les parlements, au sein de la Commission européenne. Hier, il y avait une rencontre au Parlement européen, ici à Bruxelles, organisée à l'invitation du groupe des Verts, avec des juristes internationaux pour dénoncer la Commission européenne, dénoncer son alliance avec les Américains aux côtés d'Israël dans ce génocide. Eh bien, ce sont des choses qui font qu'il y a, derrière la souffrance du peuple palestinien, il y a quelque chose qui bouge dans le monde entier et dans l'esprit des peuples. Et je crois que c'est vraiment la contribution dans la souffrance qu'ils font aujourd'hui à ce qu'est l'aspiration dégagée dans beaucoup de pays du Grand Sud. Et pour terminer sur ce point-là, je vous dirais aujourd'hui, notre obligation, c'est de faire tout pour qu'on arrête cette guerre. Et c'est possible. Si on est possible d'envoyer une flotte dans la mer Rouge, on est capable d'envoyer une flotte à Gaza, une flotte humanitaire, et de faire en sorte qu'on ait des hélicoptères, tout pour aller chercher les gens, pour les amener. Et je suis convaincu que si les Occidentaux avaient ce courage, et si les Arabes eux-mêmes avaient ce courage d'exiger qu'on mobilise une flotte, une aviation, tout pour aller, les Israéliens n'oseront pas tirer sur les flottes occidentales, sur les avions occidentaux. Donc, c'est une question de volonté politique. Et donc aujourd'hui, tant aux États-Unis, je me réjouis de voir ce qui se passe dans les universités américaines, qui se soulèvent et qui dénoncent la politique de Biden et qui dénoncent la politique de Blinken. Et aujourd'hui aussi en Europe, nous dénonçons la politique de Mme Ursula von der Leyen, le manquement grave de M. Borrell, qui est responsable des relations extérieures, et nous appuyons nos gouvernements quand ils vont dans un sens correct. Mais c'est difficile parce que vous l'avez dit, pendant ce temps-là, comme par hasard, évidemment qu'une série d'associations juives continuent à crier « Oh, scandale, le vrai génocide, c'était le 7 octobre. Oh, scandale, tous ceux qui dénoncent, ce sont des antisémites. Oh, scandale. » Mais non, la communauté internationale, les gens, les peuples du monde ne sont pas idiots et ils sont solidaires de la cause palestinienne. Ça, c'est aussi quelque chose de nouveau qui est en train de se reconstruire à travers le monde et c'est une contribution extraordinaire. Le peuple palestinien occupe une centralité et cette centralité, elle est indispensable à la coexistence de tous les peuples du pourtour méditerranéen et même au-delà aujourd'hui, puisqu'on voit que M. Lula au Brésil se préoccupe tous les jours de la situation en Palestine, eh bien, ça veut dire que c'est devenu un nouvel internationalisme. Merci infiniment. Ça a été un honneur de vous recevoir, Monsieur Pierre Galland. Je me permets de vous exprimer des sentiments de reconnaissance pour vos combats, votre engagement pour l'humanité, pour réaliser de paix aussi, surtout pour les Palestiniens. Je vous remercie infiniment et à la prochaine rencontre. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci.